Ça, c'est moi, en 2010, je viens de me coltiner des centaines de vidéos sur la crise des subprimes, sur le système financier et sur la thématique climat-énergie. Et ouais, c'était déjà Jancovici. Et je venais de tout comprendre. Alors je vous résume la conclusion, tout en complexité à laquelle j'étais parvenu, on est dans une merde absolue. Et pourtant, en 2010, finalement, si on compare avec aujourd'hui, c'était pas si mal. Barack Obama venait d'être élu, il avait même commencé son plan climat, qui allait évidemment être abrogé par Trump en 2017, et du coup, très probablement, de nouveau en 2025. Alors face à cette avalanche d'actualités déprimantes, qu'elle date d'il y a 15 ans ou de ce matin, et qui semblent toutes être des symptômes d'une société globalisée de 8 milliards d'humains qui part en cacahuète, il est normal de ressentir un peu, voire beaucoup, de désespoir. Chez certains, se sentant dépassés par l'ampleur des problèmes, il générera de l'inaction, quand chez d'autres, au contraire, il se transformera en énergie du désespoir, ce qui ne s'avère pas toujours mieux. Ça fait plus de 10 ans que j'oscille entre ces deux extrêmes et que je tâtonne à la recherche d'un entre-deux qui me satisfasse. Et c'est de ce tâtonnement où j'ai plusieurs fois frôlé le désespoir avant de finir par trouver une posture qui me convient complètement, dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Dans l'absolu, je ne prétends pas avoir trouvé la bonne posture. Je peux simplement dire qu'après 10 ans à avoir été démotivé par les insuffisances des initiatives dans lesquelles je m'impliquais, j'arrive désormais à considérer que certaines, notamment celles dans lesquelles je m'investis aujourd'hui, mais pas que, peuvent être à la fois réalistes, humbles et ambitieuses. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous donner les raisons qui me font espérer, même aujourd'hui, ou plutôt surtout aujourd'hui, alors que les USA viennent de remettre Trump à la tête de la première puissance d'un monde où l'assassinat d'un archiduc ne semble même pas nécessaire à l'embrasement général. Et pour vous donner mes raisons d'espérer, dans un monde de plus en plus désespérant, je vais utiliser mon propre parcours. Alors attention, les différentes phases par lesquelles je suis passé ne représentent en rien la vérité, ni le parcours universel par lequel toute personne devrait nécessairement passer. Simplement, ces différentes phases illustrent comment, de désillusion en désillusion, on peut lentement, et sans même le réaliser, se faire absorber par un trou noir de désespoir. Et surtout, j'aimerais insister sur comment on peut faire pour s'en extraire en dépit du tsunami de nouvelles catastrophiques qui nous rincent quotidiennement. En espérant que ça vous aide à sortir de ce trou, ou bien mieux, à ne jamais y sombrer. Bon alors, raconte! Qu'est-ce que t'as fait pour sortir de ton trou? Ah salut Philoxime, tiens, je voulais justement te dire que j'ai adoré ta vidéo sur l'impératif moral de l'espoir. Ça me parle vraiment beaucoup ce que dit Kant. Fais ce que tu dois et seulement ensuite tu peux espérer. D'ailleurs, allez tous voir la vidéo de Maxime qui s'intéresse aux fondements philosophiques de l'espoir. Nos deux approches sont complémentaires et elles soulignent, chacune à leur manière, l'importance de l'espoir, notamment quand tout semble partir en vrille. Mais pour te répondre, avant de raconter comment je suis sorti de mon trou, je dois te parler de ce qui peut nous y mener. En tout cas, ce qui, moi, m'y a mené. Donc après avoir visionné 54 versions différentes de la même conférence de Jancovici... Donc les terriens d'aujourd'hui sont assez comparables aux citoyens de l'ancienne Grèce. C'était aussi le cas des citoyens libres athéniens et romains. C'est-à-dire la Rome et la Grèce antique, où vous aviez une poignée de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. Parce que dans chaque session de questions-réponses, à la fin, il y avait peut-être une punchline inédite, ma première action a été de commencer par changer ce sur quoi j'avais prise. Là, tout de suite. C'est-à-dire mes propres comportements, la fameuse posture du colibri. Tu sais, celui qui fait sa part en transportant des gouttelettes dans son petit bec pour lutter contre le méga feu qui ravage le monde. C'est là, par exemple, que j'ai réalisé que si on voulait arrêter de prendre l'avion, faire sa vie en Australie, c'était pas hyper stratégique. Alors bien sûr, toutes les actions positives sont bonnes à prendre, et je reste persuadé que chaque dixième de degré compte. On en a même fait un chapitre entier avec les dans notre livre sur la gouvernance des algorithmes, où on s'est justement intéressé dans la dernière partie à la question de comment agir face à l'abîme. Ouais, je le ressors, hein. Si je le fais pas, qui le fera? Bah, moi. D'ailleurs, vous avez déjà entendu parler de tournesol? Merci les, mais bref. Pisser sous la douche, manger moins de bœuf, garder nos téléphones le plus longtemps possible, désinstaller les applications qui nous croquent le cerveau ou faire des câlins gratuits, c'est toujours ça de gagner. Enfin, à part les câlins gratuits, ça c'est juste un peu creepy. Ah bah, un câlin! C'est tellement... Mais bon, s'il n'y a que des changements de cet ordre, face à une bombe, qu'elle soit climatique, nucléaire ou algorithmique, on sent poindre l'arnaque. C'est pas ça qui va, par exemple, empêcher un milliardaire d'acquérir un réseau social et son algorithme de recommandation hyper influent pour orienter des élections dont le sort du monde dépend.
Et donc c'est là que tu as commencé ta carrière bien connue de révolutionnaire. Ouais, disons plutôt que quand j'ai réalisé que l'arrêt de ma consommation aéronautique n'avait de manière très surprenante aucun impact sur l'empreinte carbone mondiale, j'ai développé l'envie logique d'en découdre plus sérieusement, de changer les choses en profondeur, structurellement, et même, soyons fous, changer tout le système. Bon, soyons sérieux. De gré ou de force, j'allais participer à répandre la bonne parole, la bonne croyance, la bonne idéologie, bien évidemment la mienne. Mais là aussi, on fait rapidement face à des limites, notamment à celles des autres qui, bizarrement, sont extrêmement frileux à l'idée d'accepter de penser exactement comme nous. Pourquoi ne parvient-on pas à convaincre alors que la solidité de nos arguments n'a d'égal que la douceur de nos méthodes pédagogiques? Et ouais, quelle que soit notre idéologie ou nos certitudes quant à ce qu'il faudrait faire, nous faisons société avec d'autres, qui sont intimement convaincus, tout comme nous, que ce sont eux qui ont raison. Spoiler alerte, le pire c'est que parfois c'est même un peu vrai. Et c'est lorsque nos idéaux se confrontent à cette réalité nécessairement partagée que toutes les solutions d'ampleur auxquelles on rêve, qui rentraient pourtant parfaitement dans nos petites cases Excel, échouent. Non mais si seulement les pays riches s'organisaient politiquement pour que le mode de vie de ses concitoyens ne dépasse pas le bilan carbone maximum autorisé, le problème serait résolu, non? Oui, ou bien pour régler le problème de l'intelligence artificielle, on pourrait juste démanteler le numérique. Et le numérique, il y a une bonne solution, c'est le démantèlement. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est net. Bon, c'est vrai que dit comme ça, bah exactement. Et pourquoi ne pas en profiter pour mener une politique ambitieuse de décroissance radicale, spécifiquement pour les individus les plus riches des pays du Nord? Sauf que non. Qu'il s'agisse des développements technologiques de l'intelligence artificielle ou du changement climatique, on est face à des problèmes politiques difficiles à résoudre et extrêmement polarisants. Pour le changement climatique, par exemple, nous n'avons pas de technologie magique qui pourrait simplement et sans arbitrage difficile se substituer aux fossiles. Et on n'a pas non plus de pilule magique permettant à des milliards d'individus de dépasser leur addiction à la consommation et au confort. Donc toute réduction de l'empreinte carbone de nos sociétés passera par les efforts des uns ou des autres et plus particulièrement de ceux qui ont le plus de pouvoir et donc de responsabilité. On est typiquement dans ce qu'on appelle en théorie politique et économique un problème d'action collective, ou un dilemme social, c'est-à-dire une situation dans laquelle tout le monde aurait intérêt à coopérer sur le long terme, mais où on ne passe pas à l'action à cause, par exemple, d'intérêts contraires à court terme. Une sorte de dilemme du prisonnier, grandeur nature, où il n'y a pas que 2 joueurs, mais 8 milliards, et qui sont loin d'être égaux. Dans ce genre de problème, moins on arrive à agir et à coopérer, plus le problème, le changement climatique par exemple, s'aggrave. Du coup, la situation se tend encore plus et les groupes aux intérêts divergents se polarisent et se crispent davantage. Or, une des conséquences d'une trop forte polarisation dans nos sociétés, c'est l'érosion de la démocratie. Un des meilleurs outils que l'humanité ait inventé pour résoudre les problèmes d'action collective, justement. On rentre alors dans un cercle vicieux où plus la situation empire, plus on se polarise, plus la démocratie s'érode et moins on devient capable de résoudre le problème qui a engendré cette polarisation. Si en plus de ça, on ajoute les algorithmes de recommandation qui vont avoir tendance à exacerber une polarisation déjà existante, on sent bien que la lueur d'espoir au bout du tunnel n'est pas en train de nous aveugler. Et ça, c'est sans même prendre en compte le rachat par un milliardaire d'un algorithme de recommandation influent. Et d'ailleurs, aujourd'hui aux US, la polarisation est telle que pour une grande partie de la population, Trump est un sauveur, quand pour une autre, il s'agit non pas d'un adversaire politique, mais d'un maniaque qui vient d'être réélu en 2024, alors qu'il avait essayé de détruire la démocratie américaine lors de l'assaut du Capitole en janvier 2021. Et même si nous n'en sommes peut-être pas encore au niveau des US, la France n'est pas en reste. La définition de ce qu'est l'arc républicain dépend de votre interlocuteur, et si certains sont à peu près d'accord pour dire que le danger vient des extrêmes, pas mal de monde s'oppose sur l'identité de l'extrême qu'il faut combattre. Pour certains, c'est l'extrême droite, pour d'autres, c'est le gauche. Et puis, de toute manière, on n'est même pas d'accord sur la définition de ce qui est extrême. Et cette polarisation, ça fait des années qu'elle me désespère. Quand j'ai réalisé à quel point on était divisés et à quel point ça nous empêchait d'agir, à quel point on était en train de s'éloigner les uns des autres, et ce, malgré des connaissances partagées, elles-mêmes en voie d'extinction, eh bien, j'ai bu une énorme tasse de désespoir. Quand autour d'un barbecue estival, tu te rends compte que même tes potes, tu n'arrives pas vraiment à les convaincre, alors que tu partages avec eux davantage qu'avec 95% de la population, c'est-à-dire les constats sur l'urgence climatique, la disparition de la biodiversité, l'ampleur scandaleuse des inégalités, malgré cette proximité idéologique, même eux
Le nez dans le guidon de leur vie, ils pensent davantage à acheter une seconde voiture et une maison secondaire qu'à baisser leur empreinte carbone en ralentissant un peu les voyages. Et c'est normal quelque part. Mais quand ça parle maison secondaire et investissement locatif, on va pas se mentir, on se sent très seul. Et on se console en se disant qu'au moins, les chips, ils sont délicieux. Et là, je parle de gens avec qui je partage quasi tout. Ne parlons même pas d'à quel point ma vision est déconnectée de celle de Chinois qui viennent d'accéder à la classe moyenne urbaine et pour qui les vacances riment de plus en plus avec escapades aéronautiques à l'étranger. D'un seul coup, ça m'a paru évident. En fait, je me mentais à moi-même lorsque j'envisageais sincèrement que mon projet de société radicalement décroissante allait l'emporter dans la paix et la bonne humeur. Et sans même parler de paix et de bonne humeur. Il m'était désormais difficile d'envisager un quelconque scénario où mes idées, par leur diffusion, participaient à un monde significativement meilleur. Sauf, bien sûr, si je commençais à utiliser des moyens de conviction de plus en plus radicaux. La seule conclusion pour moi à ce moment-là, c'était qu'il devenait urgent de pousser le curseur de « à la fin, ça justifie quand même pas mal les moyens ». Pour ne pas se noyer dans le désespoir, pour avoir prise sur le réel, j'étais de plus en plus convaincu par des manières de voir le monde très limites, voire sincèrement dangereuses. C'est finalement pas si difficile de s'auto-convaincre qu'on détient la vérité, et qu'au nom de celle-ci, il est justifié de casser quelques œufs au passage. Sans boussole morale ancrée, et dans un monde qui évolue avec une rapidité déroutante, il est envisageable de justifier aujourd'hui ce qui, il y a quelques mois, pouvait nous paraître injustifiable. Lorsqu'on est face à des problèmes systémiques, il est tentant de vouloir faire table rase du passé et de bâtir un système totalement nouveau à partir de paradigmes différents. Seulement, les gens qui ont voulu faire ça sont rarement restés dans les livres d'histoire pour l'empreinte positive qu'ils y auraient laissée. Soyons clairs, quand je parle de tendances dangereuses, je ne parle pas ici de l'activisme écologique actuel qui reste généralement plutôt gentil, poli et finalement relativement réformiste malgré une radicalité numérique de façade. La preuve, même le directeur de la DGSI se refuse à parler d'écoterrorisme. Non, je parle des risques découlant de l'application dogmatique de visions qu'on considère comme fondamentalement meilleures et au nom de laquelle on trouvera justifié de jeter jusqu'au fondement de nos sociétés démocratiques. Face à une situation où rien ne semble suffisant, j'ai pu par exemple me laisser convaincre par une phrase aussi assertive que « seul un effondrement économique complet permettra d'éviter un changement climatique mondial incontrôlé ». Cette phrase du physicien Tim Garrett est reprise à son compte par le mouvement Deep Green Resistance dont l'objectif final est tout simplement la restauration des écosystèmes et le démantèlement de la civilisation industrielle. Dans une situation qui se tend de plus en plus, je redoute vraiment que ce genre de certitude et de vision puisse mener à des conséquences historiquement dramatiques. Et comme il est un peu ardu de proposer un plan d'action précis pour le démantèlement organisé de la civilisation industrielle, il existe un moyen de défendre ce genre de vision simpliste et extrême sans en avoir l'air. On peut tout à fait avoir des discours grandiloquents sur un nécessaire changement de paradigme, mais sans donner aucune prise politique aux gens. De cette manière, on est bien certain qu'il ne se passera rien. On aura parlé de révolution, mais sans jamais donner de cartouche. On aura fait espérer les gens, mais sans leur permettre de changer leur réalité, sans améliorer concrètement leurs conditions matérielles. Et donc cet espoir qui ne met rien en œuvre pour assurer ses propres conditions d'existence n'est pas, comme le dit Philoxime, rationnel. On aura finalement fait le contraire de ce qu'on appelle au sens noble du terme, faire de la politique. Et si par mégarde quelqu'un tentait de traduire la poésie de ces discours paradigmatiques en actes, pas certain que ça soit très positif. Si, comme le dit Aurélien Barraud, c'est vraiment l'apanage de la pensée ingéniérique. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est devenue métastatique. On peut se demander comment ça se décline concrètement la chimiothérapie contre les métastases de la pensée ingéniérique, prosaïquement. Et alors, du coup? Eh bien, tu doutes. Énormément. Face à ce dilemme entre insignifiance de l'action et risque du dogmatisme, certains militants, et j'en ai fait partie, peuvent rechigner à choisir une lutte précise pour laquelle ils devraient creuser des tranchées idéologiques. Je me suis alors réfugié dans les théories de la complexité qui soulignent que de toute manière, il est impossible de connaître avec certitude l'évolution d'un système complexe tel que la société humaine. Je suis alors tombé dans la posture qu'on pourrait appeler le fatalisme pseudo-éclairé. Ouais mais tu comprends pas.
Dans un système complexe, c'est impossible de prévoir toutes les myriades de conséquences inattendues qu'une action ou qu'une institution peut causer. Et si finalement la personne à qui tu viens de sauver la vie en finançant des campagnes de vaccination contre la malaria devenait le prochain Hitler, hein? Est-ce que t'es vraiment si sûr que ça aurait été une bonne action? Et quelque part, Vincent n'a pas si tort que ça. Et alors, il s'est passé quoi après? Eh bien, absolument rien. C'est ça qui est beau. À l'impossible, nul n'est tenu de toute manière. Donc tu te farcis des vidéos qui, à grands coups de langage difficilement intelligible et parfois pseudo-complexe, à base de pensées systémiques, de boucles de rétroaction et même de palimpseste, te confirment que tout est complexe et que tu ne pourras jamais connaître avec certitude les conséquences des conséquences des conséquences de ce que tu fais. Et tu sors de ce binge-watching ivre d'incertitude. Et finalement, je suis qu'un tout petit neurone au milieu d'un cerveau en crise d'épilepsie et qui se demande comment il pourrait arrêter la crise. Finalement, la seule certitude, quand on en est là, c'est que c'est toujours la merde absolue, que ça va empirer et qu'on ne peut rien y changer. J'ai même commencé à me dire que c'était peut-être déjà bien de ne pas empirer le mal. D'abord, ne pas blesser, le serment d'Hippocrate, tout ça, tout ça. Et ce fatalisme fainéant se justifie peut-être parce qu'en effet, déjà un neurone qui prétend savoir que le cerveau qui le contient est en crise d'épilepsie, c'est louche, mais prétendre en plus savoir comment le résoudre, c'est un projet totalement mégalo. C'est notre projet! Et bien pour un individu humain au milieu d'une société de plus de 8 milliards d'individus qui part en cacahuète, c'est le même délire. Il y a franchement de quoi avoir le vertige. À ce moment-là de mon parcours, je commençais à avoir tenté pas mal de stratégies. D'abord le changement de comportement et puis même de vie à l'échelle individuelle. Puis une période plus dogmatique où je me disais que face au risque climatique et à celui de la 6e extinction des espèces, il était peut-être nécessaire d'avoir des objectifs plus radicaux. Est-ce que la société industrielle et toute l'humanité qui en dépend ne devraient pas peser moins lourd dans ma balance morale? Et enfin, j'ai sombré dans la spirale infernale de la complexité, à vouloir comprendre tous les mécanismes des systèmes complexes avant d'entreprendre la moindre action. Bon, par contre, pour critiquer les initiatives des autres, j'avais clairement moins de retenue. Non seulement je n'agissais plus, mais je sombrais de plus en plus dans le désespoir. Plus on comprend le problème, et plus on se rend compte à quel point il est difficile de le résoudre parfaitement. Au final, j'avais appris plein de trucs, tenté plein de choses, mais en un sens, j'avais pas avancé d'un pouce. Et même, j'avais reculé, parce que j'étais plus désespéré et fataliste que jamais. Espoir, on avait dit espoir, Jean-Loup. Carrément, j'y viens. En fait, dans mes errements webistiques plus ou moins désespérés, j'allais régulièrement sur un site internet qui s'avérait être une mine d'or d'informations extrêmement éclectiques. Et c'est ce blog qui m'a finalement beaucoup aidé. Pas vraiment au travers des contenus qu'il partageait, mais au travers de sa ligne éditoriale. J'étais fasciné par son contenu sans que je ne parvienne à comprendre son fil rouge. Ce blog, fondé en 98 et encore actif aujourd'hui, un peu comme si Lucie était encore vivante, s'appelle du nom de son auteur Kottke. Il y partage des liens qui apportent toujours un vrai plus. Soit une perspective qui n'est pas forcément la mienne mais qui est bien défendue, soit quelque chose dont je ne soupçonne même pas l'existence, soit des choses belles, tout simplement. À force, je me suis demandé, mais c'est quoi son projet à ce Kottke là? Et c'est l'explication de sa ligne éditoriale qui relève davantage de l'explosion que de la ligne qui m'a mis sur la voie d'un de mes plus gros facteurs d'espoir aujourd'hui. Dans cette section, Kottke explique que sa ligne éditoriale est basée sur un constat de biologiste simple et profond à la fois. Le vivant avance pas à pas, mutation après mutation. La vision chez les êtres vivants n'est pas apparue en une seule mutation. Chaque mutation rend possible de nouvelles mutations pour le meilleur et pour le pire. Pour le Covid, on a bien vu que chaque nouvelle mutation, de celle qui a donné naissance au variant Omicron à celle qui a donné le variant Delta, rendait possible à son tour un très grand nombre de nouveaux variants. Une autre manière d'expliquer le concept, c'est de parler du jeu d'échecs. Pensez aux pièces d'un échiquier au milieu d'une partie d'échecs. Il existe un ensemble fini de mouvements autorisés à ce moment de la partie compte tenu des règles. La tour peut se déplacer horizontalement et verticalement, le fou en diagonale, un pion peut uniquement se déplacer vers l'avant du plateau, etc., etc. Imaginez maintenant que vous transformiez un pion en dame. Boum! Vous venez de faire exploser le nombre de coups autorisés, ainsi que vos chances de remporter la partie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rêve tous d'amener notre pion de l'autre côté de l'échiquier. Qu'il s'agisse du nombre de coups jouables au prochain tour dans une partie d'échecs ou bien le nombre de mutations accessibles à un être vivant à un moment donné, c'est ça que le biologiste Stuart Hoffman appelle les adjacents possibles. Et en quoi ça m'intéresse, moi, tes mutations de pion d'échecs en dame? Eh bien, rendre accessible de nouvelles cases est un pouvoir que nous avons tous et toutes. Certes, nous n'avons pas tous le même pouvoir d'influence sur le prochain coup à jouer, vraiment pas,
Mais un pouvoir que nous avons tous, c'est de transformer un pion en cavalier, ou en fou, ou en dame. Un pouvoir que nous avons, c'est de faire en sorte d'agrandir l'ensemble des coûts possibles auxquels l'humanité a accès. C'est ce que Kottke appelle les adjacents possibles collectifs. Pour illustrer cette idée d'adjacent possible, petit retour en arrière. On se rappelle qu'en 2010 et en 2011, des mouvements populaires ont pris possession des places, de la place Tahrir en Égypte à celle de Wall Street pour Occupy Wall Street. Ces mouvements ont suscité énormément d'espoir. Mais bien qu'ils ont pu marquer les consciences et l'histoire, ils n'ont pas vraiment eu tous les effets escomptés. Today, it's business as usual in New York's financial district. So what happened to Occupy Wall Street? And did it make a difference at all? À cette époque, il n'était pas vraiment possible de cartographier les consensus et les lignes de clivage au sein d'une foule de plusieurs milliers de personnes rassemblées sur une place. Nous n'avions pas accès à la case où il était facilement possible de faire émerger de cette foule autre chose que de la colère. C'est tout le sens du titre sévère de cet article du New York Times sur le mouvement Occupy Wall Street. D'innombrables griefs, un seul fil conducteur, nous sommes en colère. Et en effet, une des difficultés récurrentes de ces mouvements sociaux spontanés est de parvenir à transformer cette colère en action et en revendications politiques concrètes. Comme il n'y a pas d'organisation hiérarchique, pas d'appareil de parti qui décide de la ligne, il faut s'accorder entre militants sur le vif. Et il est extrêmement difficile de discuter et de s'accorder sur des lignes politiques quand on est rassemblé par milliers dans un parc ou bien sur des ronds-points partout en France. Par exemple, comme le soulignait de manière un peu espiègle cet article du Guardian, l'innovation du microphone humain qui consiste à ce que les personnes rassemblées autour de l'orateur répètent son discours afin de l'amplifier sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un équipement d'amplification a connu quelques limites. Et c'est vrai que les signes de main et les microphones humains, c'est une option quand on est 15 ou une centaine, mais à 3000 sur une place en plein cagnard, on va pas se mentir, c'est galère. Et c'est sans doute pas aussi scalable qu'on pourrait le rêver. Et les réseaux sociaux n'aident pas beaucoup. On pourrait résumer leur rôle dans ce genre d'événement en une phrase. Social media is good. Twitter is good for mobilizing citizens and getting people out into the streets. Twitter was not as good for writing constitutions. Lui, c'est Colin McGill, un développeur investi dans la construction de plateformes open source. Face à ce constat de la difficulté de faire émerger autre chose que de la colère de ces mouvements sociaux spontanés, plutôt que de tomber dans un fatalisme confortable, lui et ses compères ont tenté de rendre accessible à l'humanité une nouvelle case, un nouveau possible. Celui de cartographier en temps réel les opinions d'une grande masse de personnes. Pour Colin McGill, le débat démocratique serait d'autant plus riche et générateur de changements qu'on a une bonne idée de là où on part. Quelles sont les opinions qui font consensus et quelles sont les lignes de clivage qui traversent cet élan de protestation? C'est avec ces objectifs en tête qu'ils ont développé la plateforme Police. Ça fait partie des trucs dont tu m'as déjà parlé, mais c'est quoi encore cette plateforme? En gros, Police est une plateforme dont l'objectif est de faire collaborer un grand nombre de personnes. Ce qui différencie vraiment la plateforme Police, c'est qu'au lieu de la gamifier afin d'inciter les utilisateurs à la création de contenus toujours plus clivants, comme le font généralement les big tech, ils ont fait l'inverse. The game here is to win consensus, not majorities. Police works to unearth what almost everyone has in common, not just the 52%. Un sujet plutôt clivant sur lequel Police a fait ses preuves, c'est sur la manière de gérer au mieux l'arrivée de plateformes dites collaboratives, telles Uber ou Airbnb, prêtes à tout disrupter sur leur passage, et ce, quelles qu'en soient les conséquences sociétales. Par exemple, dans les villes grecques, comme dans d'autres villes européennes, la prolifération des propriétés Airbnb a eu de nombreux effets négatifs sur les résidents locaux. Elle a exacerbé la pénurie de logements, gonflé les loyers et transformé des quartiers résidentiels en zones touristiques. Et en même temps, c'est difficile de faire l'impasse sur le fait qu'un tiers du PIB de la Grèce provient du tourisme et qu'un nombre considérable de résidents locaux travaillent également dans l'industrie du tourisme et en sont dépendants. Cette contradiction a alimenté une profonde polarisation sur la question d'Airbnb. La plateforme Police a été utilisée à Athènes et à Thessalonique pour réfléchir à des solutions pratiques et trouver des convergences, dans le but final de réglementer Airbnb en Grèce malgré la polarisation. Comme on s'en doute, deux groupes distincts ont rapidement émergé. Le premier groupe se composait des défenseurs du marché libre et ne souhaitait pas de réglementation sur le nombre d'Airbnb. Le second groupe, 2 fois plus important, est celui pour lequel la priorité, c'est les appartements disponibles pour la location à long terme et estime que la présence d'Airbnb devrait être réglementée, voire limitée.
Mais le truc intéressant, c'est que malgré la fracture relativement évidente entre ces deux groupes, l'utilisation de police a permis de faire émerger des consensus insoupçonnés. Les deux groupes ont par exemple voté à plus de 70% pour que des allègements fiscaux ou d'autres incitations soient accordés aux propriétaires qui mettent leur logement à disposition pour des locations à long terme dans des zones où la présence d'Airbnb est importante. De même, les deux groupes ont voté à plus de 75% pour que les propriétaires d'appartements Airbnb contribuent davantage au coût d'entretien de l'ensemble de l'immeuble et ne se comportent pas comme des profiteurs, des freeriders en anglais. Les deux groupes ont également voté à plus de 90% pour que l'État fournisse des logements aux enseignants, aux médecins, etc. dans les destinations touristiques où ils seraient exclus pour des raisons de prix. Et même en France, la plateforme Police a été utilisée pour parler d'un sujet aussi clivant que la police. Là aussi, l'expérimentation a permis de mettre en évidence deux groupes auxquels on pouvait s'attendre. Un groupe qui rassemble les participants qui sont favorables à un contrôle plus étroit de l'action policière, à la stricte limitation de l'usage de la force, voire à une réduction de l'armement des policiers, et un groupe qui rassemble celles et ceux qui sont opposés, et souvent très opposés, à chacune de ces orientations. Mais on découvre aussi, et surtout, qu'il y a des propositions pour lesquelles il existe un consensus d'adhésion. Par exemple, pour recréer la police de proximité avec un objectif de connaître dans la durée le territoire d'intervention, ses habitants et ses acteurs. Ce qu'ont fait les gens qui ont développé cette plateforme Police, c'est littéralement de rendre accessible une nouvelle case. On peut désormais se réunir à des dizaines de milliers et faire émerger de cette foule pensante une cartographie des opinions, des lignes de clivage, des questionnements et des consensus. Cette capacité, qui était inaccessible à l'humanité avant 2011, l'est devenue simplement grâce au travail d'une poignée de développeurs. Et du coup, c'est quoi le rapport avec Taïwan ? Eh bien, c'est pas un hasard si cet outil a été massivement utilisé pendant la révolution des tournesols à Taïwan en 2014. Cette utilisation massive n'est pas non plus étrangère au fait que Taïwan est aujourd'hui l'un des seuls régimes dont les valeurs démocratiques se sont renforcées cette dernière décennie. En effet, identifier des consensus a non seulement permis de davantage unifier la population de l'île, mais aussi de prioriser les mesures consensuelles. En tous les cas, de la même manière qu'il aurait été impossible de prévoir que quelques milliers de mutations chez une famille d'organismes vivants finiraient par transformer une simple zone de cellules sensibles à la lumière en œil à lentille focalisée, il est strictement impossible de savoir ce que des milliers de mutations, qu'elles soient culturelles ou technologiques, comme la plateforme Police, rendront possible. En attendant, ce que nous pouvons faire, et ce quasiment à notre échelle individuelle, ou bien à l'échelle d'un collectif au sein duquel on sentira directement notre impact, c'est de transformer certains pions en dames pour que de nouvelles cases soient accessibles à l'humanité. Ça n'est pas forcément différent de ce que font déjà beaucoup d'entre nous instinctivement, et ça n'est pas non plus différent de ce que j'ai pu faire il y a 10 ans quand je me suis lancé dans l'ESS sans savoir ce que c'était. Et ça n'est pas non plus sans évoquer la tendance qu'on entend de plus en plus et qui consiste à dire qu'il faudrait développer de nouveaux récits et de nouveaux imaginaires. Seulement la perspective des adjacents possibles est un peu différente. En tous les cas, elle diffère de ce que j'avais compris moi des imaginaires. On ne cherche plus autant à imposer notre imaginaire au reste du monde qui est sommé de le trouver désirable qu'à défricher le départ d'un sentier qui sera exploré collectivement s'il semble assez prometteur. Chacun aura le sien en fonction de sa sensibilité et de sa compréhension du monde. À titre d'exemple, un sentier qu'il est selon moi utile et important de défricher est celui qui nous permettrait de quitter l'autoroute sur laquelle les algorithmes de recommandation des big tech nous mènent. Ces algorithmes de recommandation sont l'équivalent pour l'humanité de ce que sont les biais cognitifs pour un être humain. En effet, comme un biais cognitif, ils orientent et priorisent l'information, en l'occurrence celle qui sera distribuée aux êtres humains. Mais si la fonction du biais cognitif, qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler raccourci de la pensée, est de prioriser l'information qui a le plus de chances d'avoir de l'importance, on ne peut pas en dire autant des algorithmes de recommandation. Dans leur fonctionnement actuel, ils ne nous orientent pas vraiment vers l'information qui nous aiderait à résoudre les grands enjeux auxquels l'humanité fait face. Et ça, c'est sans même parler du fait qu'ils puissent être achetés et contrôlés par des individus dont l'ego semble avoir quitté Terre en même temps que leur première fusée. On ne peut en tous les cas pas dire que ces algorithmes de recommandation soient vraiment fonctionnels. En aggravant la polarisation et en affaiblissant les régimes démocratiques, ils mènent la société globalisée dans le mur climatique, géopolitique, biologique. Nous devons urgemment réfléchir à la conception d'algorithmes de recommandation qui ne soient pas l'équivalent pour nos sociétés d'un biais cognitif qui pousserait un humain à lui-même se couper les bras face au danger. C'est ce possible qu'il me semble le plus stratégique de rendre adjacent.
celui qui nous rapproche d'une société où l'information circule de manière cohérente à l'échelle du globe. Une manière de faire ça, c'est de travailler à la possibilité de gouverner les algorithmes de recommandation collectivement pour que soit recommandé à l'échelle du globe non pas ce que je pense qu'il faut recommander, ni ce que vous voudriez recommander, et encore moins ce que Big Tech a intérêt à recommander, mais plutôt les contenus qui émergeront de l'agrégation de tous nos votes de recommandation. Alors bien sûr, vous m'avez vu venir de loin avec mes sabots en forme de tournesol, parce que c'est précisément le possible adjacent qu'on tente de défricher avec l'association Tournesol. Faire en sorte qu'on puisse extraire la sagesse des foules du web plutôt que d'en extraire la substantifique débilité. Mais c'est simplement ma vision, et vous avez sûrement la vôtre. Peut-être que pour vous, une case qui n'est pas encore accessible, c'est celle des formations qui permettent de comprendre les mécanismes cognitifs et culturels qui nous incitent à la surconsommation pour mieux nous en détourner. Ou bien une technologie plus efficace pour stocker de l'énergie. Ou encore une méthode pour réguler les usages énergétiques en fonction de l'ensoleillement. Que sais-je ? À partir du moment où vous participez à rendre accessible une case que vous estimez utile ou stratégique dans la partie d'échecs planétaire dont nous dépendons tous, vous augmentez les adjacents possibles de l'humanité. Et ça, c'est un pouvoir et une responsabilité phénoménale. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas être certains que nos combats, nos luttes constitueront la réponse au problème. De la même manière qu'on ne peut pas savoir a priori si une mutation se diffusera dans la population d'une espèce. Une mutation donnée participe simplement à l'enrichissement de la diversité, et c'est cette diversité qui augmente les probabilités d'avoir une option adaptée au contexte à venir. Nous aussi, par toutes nos initiatives et nos projets, nous augmentons la diversité des mutations technologiques et culturelles dans lesquelles nous pourrons piocher, et certaines s'avéreront plus adaptées au contexte imprévisible à venir. On ne peut être certain ni d'avoir raison, ni de sauver le monde, la société ou la planète. Mais on a le pouvoir de transformer un pion en dame, et ça en soi, c'est tellement incroyable que ça devrait nous remplir d'espoir. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a redonné un peu de baume au cœur. On en a tous et toutes bien besoin en ce moment. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé et merci à Philoxime pour ce projet. Si ce genre de contenu et de thématiques vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche ou même soyez fous à me soutenir sur Tipeee comme le font déjà quelques personnes que j'en profite pour remercier chaleureusement. Et enfin, merci infiniment à Antoine sans qui cette vidéo n'aurait tout simplement pas existé. En attendant la prochaine vidéo, méfiez-vous des Big Tech, gardez espoir, profitez de la vie. Ciao ciao!